L'accueil, la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées en EHPAD ouvrent inévitablement la boîte de Pandore des dilemmes moraux auxquels les personnels soignants, les personnels aidants, les résidents et leurs familles sont tous les jours confrontés. Le dilemme moral rencontré ajoute une souffrance aux difficultés que les uns et les autres éprouvent dans les situations qui sont les leurs. En période de crise, comme par exemple la crise sanitaire que nous avons vécue récemment, ces dilemmes moraux prennent une tournure parfois tragique, dans la mesure où les obligations éthiques et professionnelles déjà fixées des uns et des autres ont aussi à tenir compte d'une réglementation nouvelle, extrêmement rigide, qui empêche le plus souvent de prendre des initiatives pour décider au cas par cas. Même si un EHPAD correspond à une situation communautaire où ce qui peut arriver à l'un a des effets sur l'autre, chacun, dans ce contexte, n'en demeure pas moins un individu ayant son histoire propre, sa moralité personnelle et sa sensibilité singulière. Toutes ces idiosyncrasies s'opposent évidemment à l'universalité glacée de la loi, aux yeux de laquelle tout le monde doit être logé à la même enseigne, celle de son applicabilité. Comme on sait, ce principe d'égalité constitue la règle de justice la plus fondamentale, au sens où, si elle n'était pas respectée, c'est tout l'édifice de la justice, et là je ne parle pas du droit, mais de ce que l'on considère être juste, qui s'effondrerait. Cette règle de justice s'énonce de la sorte. Doivent être traités de la même façon toutes celles et tous ceux qui sont essentiellement semblables. Cette similitude peut être discutable, elle prend de toute façon des formes diverses, mais comment nier qu'elle éclate à l'œil nu dans les établissements où des personnes âgées sont accueillies pour vivre leur fin de vie dans des conditions de sécurité et de soins en principe optimales. Comme le dit le philosophe du droit Chaim Perelman, la règle de justice telle qu'elle est formulée, donc la règle qui dit que soient traités de la même façon ceux qui sont essentiellement semblables, cette règle peut être appelée une règle de justice formelle, parce qu'elle ne nous dit pas quand les êtres sont essentiellement semblables, ni comment il faut les traiter. Or, ajoute-t-il, l'application de cette règle dans des cas concrets nécessite la spécification de ces deux conditions. Dans le cas où la loi positive fournit des critères d'application, la règle de justice se précise et devient la règle de droit, une règle qui demande que soient traités d'une façon déterminée par la loi tous ceux qui sont semblables aux yeux de la loi. Être juste dans ce cas, c'est se borner à appliquer correctement la dite loi. Mais si les conditions d'application de cette règle de justice n'ont pas été déterminées par la loi, quand les termes de la loi ne suffisent pas à sa propre application, que se passe-t-il ? Eh bien, dans ce cas, comme l'explique toujours Perelman, il convient que dans son action, il faille être, dit-il, fidèle à une ligne de conduite régulière. Régulière, cela peut vouloir dire ce qu'on a coutume de faire, mais cela peut signifier aussi ce que prescrit le règlement. En effet, cette ligne de conduite régulière peut être déterminée par un règlement sur lequel un consensus aura été préalablement établi. Alors, l'action juste sera celle qui se conformera à une règle admise ou du moins à un précédent établi. D'où la conclusion qu'en tire Perelman, quand une décision autorisée à traiter d'une certaine façon un cas relevant d'une certaine catégorie, il est bien juste et rationnel de traiter de la même façon un cas essentiellement semblable. Et cependant, il arrive que l'agent ait parfaitement bonne conscience quand il va à l'encontre d'une législation déterminée, considérant sa conduite comme raisonnable et juste, parce que conforme à d'autres règles que celles promulguées par l'ordre établi. Le philosophe du droit remarque à ce propos que cette situation soulève un problème différent de celui de la conformité de l'action à une règle reconnue. Elle soulève celui de la règle juste qui devrait servir de critère dans l'action. Il se trouve en effet des cas où c'est la règle de justice elle-même
à savoir, je le répète, la prescription que tous les êtres semblables soient traités de la même façon, qui devient sujette à caution. Or, quand on n'a plus de règles, en toute dernière instance pour juger, pour décider de ce qu'il faut faire, à quoi faut-il s'en remettre? À quoi faut-il s'adosser pour justement juger et décider? Toutes ces difficultés rencontrées par les personnels aidants ou soignants des EHPAD, du moins celles qui ont été parfaitement formulées par eux en réponse à l'enquête menée récemment et dont j'ai, grâce à Roger-Paul Droit, eu connaissance, toutes ces difficultés, j'y reviendrai évidemment régulièrement au cours de mon intervention, reflètent, me semble-t-il, deux exigences, lesquelles sont tout à fait éthiques, c'est-à-dire liées à une satisfaction morale, car sanctionnées par un satisfecit de la conscience, et professionnelles, c'est-à-dire relatives à un principe d'organisation des tâches au sein de l'établissement qui se doit de ne pas créer plus de désordre qu'il n'en existe. Car il y a bien deux mots qui reviennent constamment dans l'enquête, le mot consentement et le mot violence. Tout repose sur un appel au consentement le plus général possible, comme tout repose aussi sur le refus de toute violence, fût-elle dans certains cas inévitable. Il s'agit en effet de rechercher en toutes circonstances le consentement des personnes concernées, mais aussi d'éviter toute violence et partant toute mise en danger. Appelons cela un principe de paix. Or, à cette première exigence, celle de rechercher la paix au moyen du consentement, mais aussi et peut-être même surtout d'une concertation générale entre les différents acteurs, à cette première exigence, dis-je, s'ajoute une autre exigence tout aussi morale, c'est-à-dire bienfaisante, celle de toujours faire preuve d'empathie, c'est-à-dire d'être capable en toutes circonstances de se mettre à la place de l'autre. Il n'y a cela rien d'étonnant. Cette exigence morale, qui n'est d'ailleurs pas seulement d'empathie, qui est aussi de compassion, car elle en appelle à se porter au secours de l'autre quand il souffre, quand il est en proie à une fragilité trop grande qui le met en danger, cette exigence s'impose tout particulièrement dans un contexte où dominent les attitudes relevant du care. Comme on sait, ce mot, qui a investi à la fin du siècle dernier le domaine de l'éthique, couvre le champ sémantique qui va de la sollicitude au soin. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une petite remarque qui a, je crois, un certain poids. Dans tous les cas de dilemme et d'insatisfaction morale dont j'ai eu à prendre connaissance en lisant les résultats de l'enquête, il m'a semblé que tout ce qui se passe au sein d'un établissement tel que l'EHPAD déborde immédiatement ses frontières. À quelque niveau que ce soit, la chambre du résident a beau être un sanctuaire privé, elle est reliée à d'autres chambres de résidents, à la salle commune, etc. Celles-ci sont rattachées immatériellement, mais tout aussi réellement, au domicile des familles et des proches, de sorte que tout ce qui est intérieur a des effets sur ce qui est extérieur et réciproquement. Cette absence de délimitation est à l'origine de tous les problèmes éthiques et moraux rencontrés par les personnes concernées, qu'elles soient résidentes ou soignantes au sens large du terme. Je fais cette remarque parce qu'il se pourrait bien que les rigidités de la loi ou du règlement viennent souvent de ce que celles-ci ne reconnaissent pas à l'EHPAD cette ouverture au dehors, qu'elles pensent qu'un résident qui s'y trouve n'a plus un pied au dehors de l'établissement. En entrant à l'EHPAD, chaque résident reste aussi dehors, c'est-à-dire en relation avec ceux qui n'y sont pas. Même un résident qui souffre des plus lourds troubles cognitifs, qui ne répond plus à rien ni de rien, ou qui ne comprend qu'à peine ce qui lui arrive, même ce résident a une part de son existence en dehors de l'établissement, ne serait-ce que par la présence plus ou moins lointaine de ses proches, de ceux qui doivent répondre de lui. Les résultats de l'enquête font état de la situation suivante. Et je cite cette enquête, les résultats de cette enquête. C'est un des cas. La famille a peur que les bijoux de leur maman soient volés.
Doit-on pour autant tous les retirer à cette dame qui porte boucles d'oreilles, colliers et bagues tous les jours ? Évaluer la demande de la résidente, la faire entendre par la famille, demande de l'énergie, avec le risque que cela nous soit reproché un jour si un bijou est perdu ou volé. Ici, on voit bien que les décisions à l'intérieur semblent devoir être fondées, tout au moins en partie, sur l'expression de volonté extérieure à l'EHPAD. Ce n'est donc pas seulement qu'entre le lieu de vie et le lieu de soins, la limite est assez floue, comme le dit très justement un intervenant dans l'enquête, c'est qu'entre ces deux lieux, intérieurs à l'établissement et en intersection permanente, et l'au-dehors de l'établissement, la cellule familiale extérieure par exemple, la limite se brouille constamment. Extrêmement révélateur à cet égard est le récit suivant. Madame M arrive à la résidence avec ses 2 filles qui l'installent. Elle a un cancer, pas de traitement, évolution très lente. Les douleurs sont maîtrisées. Une visite de préadmission a validé le consentement de Madame M en amont. Pourtant, quelques semaines après son admission, elle manifeste son envie de retour à domicile. Des aides à domicile seraient bien évidemment nécessaires. La psychologue l'évoque avec ses filles qui s'y opposent fermement. L'une d'elles vient de perdre un jeune fils, elle a d'autres drames à gérer. Le temps passe. La dame parle toujours de retour à domicile. Nous découvrons que ses filles lui avaient parlé d'un séjour, mais pas du tout d'un hébergement permanent à l'EHPAD. C'est compliqué d'aborder le sujet car nous aimerions qu'une discussion familiale vienne faire la lumière sur cette situation, que Madame M sache. Le temps passe, une de ses filles demande à voir la directrice parce qu'elle apporte chaque semaine à sa mère des sacs de nourriture. Elle demande si c'est normal. Derrière sa demande, elle sous-entend que nous ne nourrissons peut-être pas assez sa mère, mais s'en étonne à la fois. Elle ne fait pas vraiment confiance aux dires de sa mère. Elle évoque sa belle-mère décédée, qui est si douce et si gentille pour définir sa propre mère, par contraste, qui l'est moins et les fait tourner en bourrique. Le sujet est posé. Qu'est-ce qui empêche le retour à domicile tant souhaité par Madame M ? Nous apprenons alors que Madame M sollicitait l'autre sœur en permanence. Celle-ci, vivant juste à côté du domicile de sa mère, n'arrivait pas à poser les limites ni à dire non. Les appels et demandes permanentes de Madame M faisaient vivre à sa fille un enfer. Depuis que ma mère est chez vous, ma sœur revit. À leur mère, elle continuait de soutenir que le séjour en EHPAD se justifiait par un risque de chute. Sous cet éclairage, l'exigence de Madame M d'être livrée en nourriture et notamment en plats faits maison fait sens. Madame n'a pas faim, mais ses commandes répétées obligent ses filles à cuisiner des choses pour elle, à lui consacrer du temps, à se rendre dans une certaine charcuterie qui réalise telle ou telle préparation et à une certaine fréquence de visite. Par cet exemple, on voit bien que l'intérieur et l'extérieur, puisque Madame M joue une partie très serrée avec sa propre famille, en exigeant de sa famille des plats, précisément pour que son lieu de séjour soit déporté à l'extérieur de l'EHPAD et continue sur le même mode que ce qu'elle vivait avant d'entrer à l'EHPAD. C'est un exemple très frappant et qui permet de comprendre que les dilemmes moraux dont je vais maintenant parler prennent leur consistance dans un cadre qui n'est pas exactement celui de l'établissement. Ils prennent leur consistance dans un cadre qui est celui de l'établissement et du monde environnant. J'ai intitulé mon intervention « Quand le devoir se heurte au droit ». Il s'agit, vous l'avez compris, de s'interroger sur le conflit qui peut exister dans certains cas entre le comportement moral d'un individu et l'obligation où il se trouve d'appliquer une loi. Le conflit en question n'est pas seulement entre 2 types d'obligations, il est aussi plus profondément entre un système de valeurs et un ensemble de normes. Le caractère impératif de la norme juridique transparaît au travers de la formule consacrée, redondante voire tautologique, la loi est la loi. Autrement dit, on doit s'en accommoder et la respecter à la lettre. Le caractère impératif de la loi morale transparaît, elle, au travers d'une formule du même type. Le devoir, c'est le devoir.
Autrement dit, on n'a pas le choix de ce qu'il faut faire. Tenir compte des conséquences n'est pas de mise. Je voudrais à cet égard rappeler qu'en matière de philosophie morale, ce sont toujours deux positions qui s'affrontent, celle des conséquentialistes et celle des déontologistes. Les conséquentialistes ne sont pas partisans de respecter la règle en toutes circonstances, de façon aveugle et inconditionnelle, sous prétexte qu'elle est morale. Il s'agit plutôt pour eux de conditionner l'application de la règle morale à la considération du fait qu'il y aura, à la respecter, plus de bien ou moins de mal dans le monde. En ce sens, l'utilitarisme, dont la visée consiste à œuvrer pour le plus grand bonheur du plus grand nombre, en ce sens donc l'utilitarisme est un conséquentialisme. Les déontologistes, eux, estiment au contraire que si la règle est morale, son application doit être inconditionnelle. Prenons le cas dans l'enquête décrit de la façon suivante. Mon grand-père est mourant. Je suis désolé. Il habite loin d'ici. Tu vas aller le voir. Il est dans un EHPAD à 1 heure d'ici. On va aménager tes horaires de stage pour que tu puisses l'accompagner comme vous le souhaitez tous les deux. Merci, mais c'est inutile. Je ne peux pas retourner le voir avant 1 semaine. Qu'est-ce qui t'en empêche ? La règle dans cet EHPAD, c'est 1 heure de visite par personne, 2 personnes par jour maximum. Et comme les autres membres de la famille veulent le voir, mon tour sera mardi dans 8 jours. Qui a décidé cela ? Et voici le commentaire de l'auteur du récit. D'après ma stagiaire, c'est la directrice qui a posé ces règles, soutenue par son adjointe et la psychologue de l'établissement, sur le motif que cela fatiguait le résident. Interdire une visite à un mourant pour ne pas le fatiguer. Que pouvait opposer à cette absurdité ma stagiaire, hormis son bon sens et le désir de vivre avec son grand-père, ce qu'il leur restait à vivre ensemble ? Le problème ici est que la justification de la règle imposée est bancale. C'est une justification mal fondée, voire infondée. Une mauvaise justification, donc un néant de justification. Du coup, le qualificatif absurde est parfaitement compréhensible. Sans doute, la bonne justification aurait été d'expliquer qu'étant donné les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, il a fallu choisir entre la bonne gestion administrative et le devoir moral, c'est-à-dire qu'il s'agissait de ne pas perturber l'organisation des heures de visite, fondée sur une évaluation générale, étrangère au cas par cas, étant donné qu'en adaptant les horaires en fonction des desiderata de chacun, on créait probablement du désordre dans l'administration de l'établissement, ce qui ne manquerait pas de provoquer d'autres conséquences fâcheuses qui affecteraient d'autres résidents de l'établissement. Dans ce cas particulier, les conséquentialistes tendraient à penser que la règle protocolaire interdisant à la petite fille d'aller rendre visite à son grand-père quand elle-même le souhaite, en l'occurrence quand elle en a le loisir, est justifiée du point de vue de son auteur sur le plan de la morale professionnelle, mais au prix de l'accréditation de ce que l'on pourrait appeler le principe du moindre mal. Pour eux, en effet, il vaudra toujours mieux prendre le risque que l'on souffre, que tel ou tel souffre d'une insatisfaction morale, plutôt que de prendre le risque d'un changement organisationnel si l'on sait d'avance que ce changement entraînera des difficultés, voire des dommages bien plus redoutables, car affectant immédiatement d'autres personnes. Au contraire, les déontologistes considéreraient que la règle adoptée est injuste sur le plan moral, car elle fait violence à la moralité de l'autre, s'il est vrai que l'on peut éprouver comme étant de son devoir d'accompagner un parent dans son agonie. Ces mêmes déontologistes pourraient toutefois accréditer ce que l'on appelle en philosophie morale le principe du double effet. Ils pourraient dire en effet, la réglementation, toute immorale qu'elle soit, pourrait tout de même se justifier moralement dans la mesure où l'intention de l'administration de l'établissement n'est pas d'empêcher en principe l'enfant d'accompagner son grand-père dans ses derniers instants.
Si les horaires conviennent, cette visite aura lieu. Mais cet empêchement n'en demeure pas moins un dommage collatéral dans une politique générale qui exige d'être appliquée sans trop d'aménagement, l'intention première et fondamentale étant d'assurer l'ordre au sein d'un établissement, cet ordre bénéficiant à tous sans discrimination. Ainsi, la doctrine du double effet permet aux déontologistes, qui est quand même intransigeant et radical, qui est celui qui dit que la règle morale doit être appliquée quelles que soient ses conséquences, cette doctrine du double effet permet aux déontologistes de mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire, sans céder sur l'absoluité de ses principes, ni remettre en cause l'impérativité des devoirs. L'exemple qui vient d'être donné fait songer au conflit tragique qui marque le destin d'Antigone dans la pièce éponyme de Sophocle. Je rappelle en 3 mots l'argument de la pièce, Roger-Paul Droit en a dit un petit mot. Créon, tyran de Thèbes, est le grand vainqueur de la guerre qui menaçait sa cité d'une extinction totale. Antigone est à la fois sa future belle-fille et sa lointaine nièce. Polynice, son frère, a trahi la nation dont il faisait partie. C'est Thèbes aujourd'hui victorieuse, et il est mort au combat. Créon lui refuse une sépulture sans offrande ni rite, sous prétexte que les traîtres à la nation n'y ont pas droit. C'est cette loi qu'il entend appliquer, et c'est à cette même loi, propre à la justice des hommes, et incarnée en l'occurrence par Créon au titre de sa fonction de roi, qu'Antigone s'oppose en faisant prévaloir des droits qui sont ceux, dit-elle, d'une justice supérieure. Cette justice, faite de lois non écrites, est celle qui veille sur le repos des morts. Qui vient de la terre retourne à la terre, affublé de l'hommage des siens. Que les lois non écrites sont celles de l'Hadès, ce sont les enfers grecs, Antigone le rappelle à Créon, qui ne veut rien entendre lors de son ultime confrontation avec lui. Hadès, ce sont ces lois qu'il aime, dit Antigone. À quoi Créon répond, mais le bon et le méchant ne sont pas égaux en matière de droit. Suit aussitôt ce dialogue. Antigone, ces principes sont-ils sacrés sous terre? Qui sait? Créon, jamais l'ennemi n'est ami, même s'il est mort. Antigone, je ne suis pas faite pour vivre avec ta haine, mais pour être avec ce que j'aime. Être avec, ça se dit en grec symphilein. Et ce verbe acquiert ici un poids considérable. Être avec. Et c'est le fond de l'affaire. Ne pas couper le lien, car ce lien est sacré. Sa loi est supérieure à toutes les lois et les règlements existants. C'est la rupture de ce lien qui fait réagir la sensibilité humaine, dont elle dépend entièrement. Cette réaction, on l'impute classiquement à l'existence en chacun d'entre nous d'une conscience morale ou d'un sens moral. Tout homme mérite d'être enseveli dignement et il revient à la famille d'assurer le respect de cette dignité. Au nom de cette loi non écrite, Antigone, intransigeante quant à son exigence de justice, ira jusqu'à son propre sacrifice. Puisque Créon n'en démordra pas, si la loi est la loi, il faut l'appliquer sans faire d'exception. Telle est sa mission en tant qu'il en est à la fois l'officiant et le garant. Qui des deux a raison? Qui des deux a tort? Tel est le conflit tragique que met en forme Sophocle dans Antigone et qui conduira les 2 héros tragiques à leur perdition. Au tout début de la pièce, au vers 48, Antigone pose la question suivante. Quel droit Créon a-t-il de me séparer de ce qui est mien? Une autre traduction propose de traduire ce vers de la façon suivante. Créon a aucun titre pour me séparer des miens. Or, toute proportion gardée, évidemment, il ressort de la plainte de la petite fille du grand-père mourant ceci. De quel droit l'administration de l'EHPAD me sépare-t-elle de ce que j'aime? Cette administration n'a aucun titre pour me séparer des miens.
quand le devoir se heurte au droit. Le devoir. Dans les devoirs de l'homme et du citoyen, le philosophe du droit du XVIIe siècle, Pufendorf, dit la chose suivante. Si le devoir suppose l'incidence sur soi d'une loi que je dois accomplir, cette loi elle-même n'est pas autre chose, dit-il, que la volonté d'un supérieur par laquelle il impose à ceux qui dépendent de lui l'obligation d'agir d'une certaine manière, et l'obligation est un lien de droit par lequel on est astreint à faire ou à ne pas faire certaines choses. Alors, dans ces conditions, comment concilier cette obligation qui en impose avec la capacité que la raison humaine a de se donner à elle-même sa loi ? C'est cette question en particulier qui va conduire le philosophe allemand Immanuel Kant à la considération des mobiles et des motifs de l'action morale, en affirmant ceci au sujet du devoir. Une affirmation qui ouvre le champ sur lequel nous nous tenons encore aujourd'hui. Le devoir, dit-il, est la nécessité, ressentie subjectivement, d'agir par respect pour la loi morale. Autrement dit, l'action morale n'est pas celle qui se fait par conformité au devoir, ça c'est le principe de la légalité, mais celle qui s'accomplit par devoir, c'est le principe de la moralité. Certes, cet accomplissement par devoir se fait en respect de la loi, mais Kant le sait très bien, il demeure une contrainte pour toute volonté qui ne serait pas entièrement bonne. Quoi qu'il en soit, la loi morale peut toujours se présenter de cette manière. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Mais ce qui prend ainsi la forme d'une simple légalité n'est pas encore le devoir moral proprement dit. Pour qu'il y ait devoir moral, il faut que le motif soit l'agir par devoir ou par respect pour la loi morale. L'énoncé est alors le suivant: agis de telle façon que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Si l'on retourne au cas concret que la récente enquête a permis de mettre en lumière, on s'aperçoit à la lecture de certaines des réponses qui ont été données que les difficultés rencontrées par les personnels soignants et aidants reposent toutes sur la difficulté qu'il y a à concilier le principe de légalité et le principe de moralité. Comment accomplir son devoir en se rendant conforme aux prescriptions du droit, car c'est à cela qu'oblige l'obligation légale, à l'application des règles et des normes dictées par un pouvoir supérieur, capable le cas échéant de sanctionner le contrevenant, et à la fois en étant respectueux de la loi morale, en combattant, quand il le faut, son égoïsme, son plaisir, son bien-être ou son confort. Et c'est en s'appuyant sur cette différence entre légalité et moralité que l'on peut même tenter de classer les difficultés rencontrées par les intervenants de la façon suivante. Alors, j'ai tout lu et j'ai essayé de les classer pour essayer de se diriger à l'intérieur de ce petit maquis. Il y a d'abord les cas où l'on demande à la loi positive elle-même, par son universalité et par son pouvoir de contrainte, de suppléer aux défauts du règlement administratif. Soit parce que ce règlement n'est pas assez justifié, et donc mal compris, soit parce que le règlement est obligé de tenir compte simultanément d'un trop grand nombre de paramètres pour que son application soit réellement satisfaisante. Il y a ensuite les cas où ce n'est pas la loi positive, mais le règlement qui est exigé, et ce, afin de suppléer aux défauts de la loi positive. Soit parce que celle-ci ne couvre pas certains détails qui prennent soudain, pour une raison ou pour une autre, une réelle importance. Il faut donc juger en situation, ce qui en appelle à la prudence des décideurs, soit parce que la loi fait preuve d'une inhumanité flagrante, au sens où elle violente littéralement
ceux sur lesquels elle s'applique ou ceux qui ont la charge de l'appliquer. Il y a encore les cas où l'agent, par une décision de conscience, doit suppléer aux rigidités de la loi ou du règlement, et où cette décision à prendre en conscience est très difficile, voire impossible à prendre de façon isolée, sans aucune concertation préalable. Il y a toujours les cas où la chaîne des responsabilités n'est pas assez bien marquée, où certes tout le monde a bien conscience que les décisions doivent se prendre de façon collégiale, au sens où elles doivent être assumées par tous, mais où l'on n'a pas suffisamment hiérarchisé ces décisions en fonction des responsabilités imparties au sein de l'établissement. Il y a des cas, enfin, où l'interrogation ou la perplexité des agents se porte d'emblée sur ce qui préside aux actions à mener. Ce que l'on a à faire relève-t-il de principes moraux, de principes légaux ou de principes professionnels, déontologiques? La question de l'étagement de ces principes, de leur relation intrinsèque, se fait alors pressante. Tout cela ouvre le champ à ce qui prend la forme de dilemmes moraux, pour la plupart insolubles. Quand y a-t-il conflit de devoirs? Réponse: lorsqu'une personne agissante a le sentiment d'être soumise simultanément à deux devoirs et où l'exécution de l'un de ces devoirs entraîne nécessairement la transgression de l'autre. On distingue généralement trois modèles de dilemmes moraux ou conflits de devoirs. Le modèle de la convergence, le modèle de la hiérarchisation et le modèle de la divergence. Le modèle de la convergence consiste en ce que le conflit entre deux devoirs n'est qu'apparent, qu'une convergence est possible dans les principes, mais pas dans l'application. Autrement dit, c'est parce que la convergence n'existe pas au niveau de l'application que l'on imagine, mais ce n'est qu'une apparence justement, qu'il existe un conflit et partant une divergence irréductible au niveau des principes. Le modèle de la hiérarchisation des conflits du devoir désigne le fait qu'il existe bel et bien en principe des conflits de devoir, au sens où deux exigences de la raison pratique peuvent se poser. La question étant de savoir lequel des deux devoirs l'emporte sur l'autre. Nous sommes là clairement dans un contexte non kantien, dans lequel il pourrait exister des cas où l'agent moral peut se retrouver dans des situations où la réalisation d'un devoir empêche l'exécution d'un autre ou en suscite la transgression. C'est le cas, par exemple, quand on est face à une loi que l'on estime être inique, injuste, inhumaine, et que l'on va effectivement transgresser son propre devoir qui est de l'appliquer au nom d'un autre devoir que l'on estime être moral, celui-là, et pas seulement légal. Bien. Ainsi, jugeant que la moralité primait sur la légalité, certains personnels d'EHPAD ont décidé de ne pas appliquer à la lettre les prescriptions obligatoires relatives au Covid. Inversement, on va vouloir appliquer la loi stricto sensu quand le patient en proie à de terribles souffrances demande à mourir parce que c'est illégal de lui donner la mort ou de la faciliter, même si la compassion, cette vertu d'humanité, pousserait à l'aider à mourir. Cela peut être même plus trivial que ça. Par exemple, la loi autorise les résidents d'EHPAD à fumer dans leur chambre, mais cela peut présenter un risque pour les autres. On décidera de ne pas respecter la loi générale et d'appliquer une règle particulière par souci de précaution, par peur des conséquences sur les autres. Le troisième modèle est le modèle de la divergence, enfin. Et il est celui selon lequel deux principes moraux peuvent s'opposer sans trouver entre eux le moindre terrain d'entente. C'est à coup sûr le plus dramatique, voire le plus tragique des trois types de dilemmes moraux. Dans ce cas, en effet,
le sujet moral peut se retrouver dans une situation où il a deux obligations à exercer, mais qui divergent fondamentalement, qui s'opposent irréductiblement tout en s'imposant en même temps et avec la même force. C'est ce que Sartre a mis en avant dans un exemple célèbre auquel il fait allusion dans sa conférence « L'existentialisme est un humanisme ». Sartre décrit le cas d'un élève qui est tiraillé entre l'idée de rejoindre les forces françaises en exil pour combattre les nazis et venger son père, et l'idée de rester auprès de sa mère pour l'aider à vivre dans le contexte extrêmement périlleux de l'occupation et de la guerre. Dans ce dilemme moral, le sujet est confronté à un choix moral difficile, entre deux actions qu'il est impossible d'entreprendre en même temps. Il a du mal à savoir quelle est l'option qui constitue son devoir, c'est-à-dire laquelle est moralement obligatoire, à moins que ce ne soit pas une question de savoir à proprement parler quel est son devoir, mais une question liée directement aux devoirs eux-mêmes qui s'imposent à lui avec la même force. Deux actions peuvent être obligatoires en effet, bien qu'il soit impossible pour un sujet agissant de les accomplir toutes les deux. Prises séparément, chacune de ces actions est possible, mais l'agent ne peut entreprendre l'une et l'autre à la fois. La faute en revient, pour ainsi dire, à la situation. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de devoir, ni d'évaluation de la force d'imposition du devoir, sans prise en compte de la situation dans laquelle le sujet concrètement, ici et maintenant, se trouve. Pour autant, cette prise en compte nécessaire de la situation ne veut pas dire qu'il existe une solution au dilemme. Sartre le reconnaît en disant « Aucune morale inscrite ne peut le dire », c'est-à-dire ne peut dire ce qu'il convient de choisir. Le choix de toute façon sera tragique, sauf si les circonstances elles-mêmes et d'elles-mêmes vont défaire le conflit. Le philosophe anglais Bernard Williams s'est intéressé à ces conflits d'obligation. Il note pour sa part qu'il en existe de deux types. Soit nous sommes dans une situation où une des obligations en jeu s'avère plus forte qu'une autre, soit nous sommes dans une situation où aucune des deux obligations ne prime. Il nomme le premier type de conflit soluble et le deuxième type conflit insoluble. Il prend l'exemple d'une personne qui a fait une promesse à un ami d'aller lui rendre visite pour régler un problème. Il s'est engagé, il le lui a promis. En chemin, il voit qu'il y a un accident sur la route. Soudain, s'éveille en lui un conflit de devoirs. Est-ce que je dois quand même répondre à ma promesse d'aller voir mon ami ou bien je vole au secours des blessés? Il est évident que dans ce cas-là, c'est un conflit soluble parce qu'il y a une des motivations à agir qui est plus forte que l'autre. Elle est plus urgente que l'autre. Elle est plus nécessiteuse que l'autre. Donc, à ce titre-là, c'est un conflit soluble. Mais pour autant, né chez le sujet agissant, même après avoir secouru les blessés, naît en lui quand même un regret. Le regret de n'avoir pas tenu sa promesse. Ce regret, on ne peut pas le nier. On ne devrait pas le nier. Il est l'indice, justement, de quelque chose. Il est l'indice qu'au moment où la promesse s'est faite vis-à-vis de l'ami, cette promesse était un véritable engagement. Si, justement, il ne ressentait pas ce regret, cette promesse n'aurait pas été une promesse. Elle aurait été juste un mot vain. Il n'aurait pas donné sa parole en promettant. Or là, le fait de ressentir le regret, même si le motif d'aller secourir les blessés et de renoncer à sa promesse est plus fort. Néanmoins, le regret existe parce que la promesse était déjà en soi un acte moral. Bien.
qu'est-ce qui fait que ce regret existe, même dans le cas, évidemment, des conflits insolubles? Il existe encore plus, puisque dans le cas des conflits insolubles, ce sont les deux motivations qui ont la même intensité, la même force, et donc le regret de l'un, de ne pas accomplir l'un, sera égal au regret de ne pas accomplir l'autre. Le regret est le même. Dans les deux cas, qu'est-ce qui décide en fait de la teneur, de la force de l'obligation? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le sens moral? Est-ce que c'est la conscience? Prenons le cas d'un conflit insoluble par excellence. Dans ce cas, le conflit insoluble ne se reconnaît pas uniquement au regret que l'on peut ressentir quand on n'a pas accompli son devoir comme il le fallait, il se reconnaît aussi dans l'argument dit de la symétrie, où l'on doit choisir entre deux bénéficiaires de son action, indistincts comme tels. Que l'on songe ici au cas fameux du choix de Sophie, le roman de William Styron, dans lequel l'héroïne est sommée à l'arrivée du camp d'Auschwitz de choisir entre ses deux enfants lequel sera sauvé. Étant entendu que si elle refuse de choisir, ce seront les deux enfants qui alors perdront la vie. Ici, le dilemme est double. Il est d'une part entre choisir la vie de l'un et la mort de l'autre. Il est d'autre part entre choisir l'un ou l'autre des deux enfants. C'est sans doute le cas le plus tragique, car de n'importe quel côté que l'on se tourne, rien ne pourra jamais éteindre les remords ni les regrets. Je ne mentionne ce cas de dilemme insoluble que pour spécifier ce type. Dans l'exercice de son métier, aucun membre d'EHPAD ne touche à ce degré de souffrance lié à un choix moral impossible, c'est-à-dire sans issue. Les dilemmes qui se rapportent au conflit de devoir entre légalité et moralité sont insolubles, aussi insolubles qu'ils puissent paraître, ne relèvent pas de l'argument de symétrie, sauf peut-être dans un cas extrême auquel fait allusion un récit que j'ai lu, dans lequel le choix consiste à devoir protéger des résidentes d'un EHPAD agressées par un résident en proie à des troubles cognitifs graves et à un désir sexuel irrépressible, en administrant à ce résident incontrôlable des médicaments à même de l'assommer totalement, ce qui risque de mettre sa vie en danger. Dans ce dernier cas, justement, une décision a été prise. Les familles de l'agresseur et des agressés ont été prévenues de la situation. Cela allait à l'encontre de la loi parce que les familles n'avaient pas le droit d'intervenir directement en raison des conditions sanitaires à l'époque drastiques. Et puis, la question était en plus celle-ci, je cite, « Devions-nous accepter la mise en place du traitement recommandé par l'équipe mobile malgré les risques ? Aurions-nous pu faire autrement ?» Cette dernière question oriente le conflit insoluble du côté de l'argument dit de l'incommensurabilité. Deux obligations sont incommensurables si aucune des deux n'est plus forte ni plus faible que l'autre, même égale en force à l'autre. Si je dis que c'est ce qui caractérise le plus les dilemmes moraux décrits en réponse à l'enquête, c'est parce qu'il existe une incommensurabilité essentielle entre le devoir légal et le devoir moral. En fait, l'incommensurabilité signifie qu'il n'y a aucun rapport, ni quantitatif, ni qualitatif, entre les deux obligations. Et c'est précisément parce qu'il n'y a aucun rapport, sauf de disproportion entre les deux, que le conflit est insoluble. Cette disproportion se reconnaît dans la façon dont, face à une situation, on s'écrie « c'est injuste ». Mais peut-on dire « c'est injuste » sans avoir une représentation de ce que doit être la justice ? Il faut bien tirer la prescription, le « fais ceci » ou « fais cela » de quelque chose. A-t-on toujours les moyens de le faire ? De deux choses l'une. Ou bien on admet que la justice consiste à se rendre conforme à des lois déjà établies, et c'est la légalité qui alors prévaut, ou bien on admet que dans une situation pragmatique d'obligation, il n'existe pas de règles déjà données pour pouvoir se conduire
avec justice. Dès lors, comment faire ? Évidemment, on se raccrochera spontanément à la loi existante, si elle est déjà donnée, ce qui permettra de se donner l'illusion d'avoir réduit la part d'incommensurabilité entre le devoir légal et le devoir moral. Mais il y aura toujours, malheureusement ou heureusement, c'est selon, quelque chose qui résistera. Il y aura toujours cette conviction que l'on ne sait pas, que l'on n'a jamais su et que l'on ne saura jamais ce que c'est que d'être juste. Il y a cette conviction profondément ancrée en soi qu'il existe en revanche, au tréfonds de soi précisément, une exigence illimitée de justice infinie qui permet par contraste de décider que la simple conformité à la loi ou sa pure application, son application littérale, ou que l'acte moral que l'on s'autorise chaque fois à faire ne sont ni l'un ni l'autre capables de satisfaire à l'exigence de justice. La justice est peut-être un idéal, mais c'est surtout et d'abord un horizon de sens qui recule sans cesse devant les actes que l'on accomplit, comme devant les lois que l'on se donne. D'où vient donc cette exigence illimitée de justice infinie ? Elle vient de l'autre. Elle vient de ce qu'il y a toujours de l'autre. Elle vient du fait que seul l'autre, en son altérité, est capable de dire si ce qu'on a fait est juste ou non. Soi-même, on ne peut pas le dire. Mais correctement, que peut-on faire dans une situation pragmatique d'obligation où l'on n'a pas de règles déjà établies pour se conduire ? Dans un texte déjà ancien, intitulé « Au juste », le philosophe Jean-François Lyotard disait à cet égard qu'être juste, cela consiste à s'aventurer, dit-il, à faire une hypothèse sur ce qu'il y a à faire. On projette alors une idée devant soi, qui n'est pas tant un concept de la justice qu'une idée de sa maximisation. En d'autres termes, on imagine le meilleur des effets et l'on règle sa conduite sur cette image qui donne de fait à son acte une espèce de finalité. Bref, en imaginant les effets de ce que l'on va décider, on va donner une raison à sa décision d'agir de telle ou telle façon. On va ainsi, et sur ce mode, pouvoir et savoir répondre de son acte. C'est une solution séduisante qui ne consiste pas à dire que l'on n'a pas de boussole, mais que chacun d'entre nous se doit d'en inventer une. Mais dans ce cas, la responsabilité risque d'être trop lourde à porter. D'où la nécessité de hiérarchiser les responsabilités, surtout au sein d'une communauté où chacun a une fonction et une mission particulières, afin d'alléger le poids de celui qui est confronté à un irrépressible « ce qu'on me demande de faire est injuste ». En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand celui qui agit ou qui est appelé à agir s'écrie « c'est injuste », ce qu'il ressent, c'est le devoir de s'opposer à quelque chose, une règle, une norme, une loi, une prescription, selon les contextes, en pensant que cette opposition elle-même est juste. Je vous remercie. La justice, avec ses règles, dessine un horizon de sens à partir duquel quelque chose va surgir devant nous et prendre l'aspect de ce qu'il y a à faire ou à ne pas faire, de ce qui est injuste ou de ce qui n'est pas juste. Dans le cas de ce principe formel, il y a une sorte d'égalisation de tous vis-à-vis de la règle. C'est-à-dire, on traite dans un même contexte des gens qui sont là parce qu'il y a un principe de similitude. Ce sont toutes des personnes âgées, c'est un principe de similitude. Ce sont des personnes toutes dépendantes.
de soins ou d'attention qui va leur être accordée. C'est un principe de similitude, mais justement à charge pour ceux qui veulent appliquer cette règle de justice dans la situation, d'affiner justement le principe de similitude et peut-être de créer à l'intérieur d'une communauté trop large quand on la voit abstraitement des classes différentes, des catégories différentes qui ne pourront pas revendiquer une sorte d'injustice s'ils voient qu'à d'autres sera appliqué tel ou tel traitement et pas à elles. Donc en fait, tout ce principe formel exige, je dirais, de lui donner une matérialité, et cette matérialité, il revient très souvent à des règlements internes de la concevoir. Il y a la loi générale et puis il y a ce qu'on fait à l'intérieur de l'établissement en fonction de telle ou telle situation, de tel ou tel cas. Bon. Mais ces cas eux-mêmes, s'il arrive qu'il y ait un cas ressemblant, il serait injuste que la personne qui n'a pas encore bénéficié du traitement qu'une autre personne ressemblante a pu avoir n'en bénéficie pas. Vous voyez ? Donc en fait, c'est un principe d'égalisation, mais qui suppose un affinement et une singularisation. Ce que je voulais pointer par cette remarque sur l'origine de cette exigence de justice qui est en nous, c'est qu'à partir du moment où la décision qui est rendue, ce n'est pas celui qui la rend qui peut dire qu'elle est juste, cela entraîne le déport en quelque sorte du jugement sur le jugement lui-même à l'extérieur. Donc c'est toujours une altérité qui doit décider si la décision est juste ou pas. Bon. Cette altérité, évidemment, c'est encore une fois de manière purement formelle que je l'expose là. Vous avez vous-même spécifié, vous avez dit, dans le cas où l'autre, précisément, n'est pas en mesure, justement, de répondre à ce que j'ai fait pour lui, il n'est pas en mesure de me dire c'est bien ou c'est mal. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a plus à ce moment-là aucune autre boussole que le silence. Eh bien, je pense que, en fait, il n'y a jamais une seule personne, il n'y a jamais un seul autre. Il y a toujours l'autre de l'autre. Il y a toujours tous ceux qui peuvent répondre de l'autre, qui sont autorisés aussi à ne pas à décider de la justice ou de l'injustice de l'acte accompli. Et de ce point de vue, quand on dit l'autre avec un grand A, c'est qu'on a intégré le principe qu'il n'y a pas un autre, il y a une pluralité d'autres, et que c'est cette pluralité qui doit en même temps être conçue. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quel autre non plus qui a voix au chapitre, mais d'abord ceux qui peuvent répondre de la personne en question. Bon. Et puis, en même temps, comme je l'ai dit à la fin, le principe de hiérarchisation des responsabilités à l'intérieur d'un établissement est quelque chose d'extraordinairement important. Je crois que quand il n'y a pas ce principe de hiérarchie des responsabilités, on expose tout un chacun, à la fois le résident, mais le soignant aussi, à une difficulté morale pratiquement insurmontable. Donc je dirais que la réponse aussi vient de l'instauration de ce principe de hiérarchisation des responsabilités, d'un étagement subtil qui fait qu'en même temps chacun doit sentir qu'il prend la responsabilité sur lui d'agir comme il agit, mais qu'en même temps
il y a d'autres qui la prennent pour lui et avec lui, et que tout cela forme les règles d'une communauté de vie comme l'est une micro-société comme celle des EHPAD. C'est une micro-société où chacun a affaire avec l'autre. Même un résident, en fait, il est responsable d'un autre résident à partir du moment où, comme on a vu avec l'exemple de la cigarette, s'il allume une cigarette, il va évidemment nuire à la santé de son voisin, peut-être, on n'en sait rien. Mais enfin, tout le monde est lié. Et dans cette interaction permanente, je crois que les décisions qui permettent de rendre compte du degré de justice ou d'injustice d'un acte commis, eh bien, peuvent être en quelque sorte rendues. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche. Il n'y aurait pas eu, sinon, ces micro-sociétés. Elles sont essentiellement fondées là-dessus.